Alors, bonjour à tous. Je vous remercie pour l'invitation au 33e Festival d'astronomie de Florence. Donc, aujourd'hui, je vais présenter une partie de mes recherches du doctorat sur la mission spatiale Baby Colombo et l'exploitation de Mercure. Avant tout, on va jeter l'œil sur l'origine de cette mission et c'est quoi cette mission. Elle est à l'honneur de Baby Colombo. En fait, Baby Colombo, c'est un astronome italien. Il a étudié en fait à l'université de Padoue et c'est grâce à ses calculs on a réussi à envoyer une mission spatiale à Mercure auquel on peut faire 3 orbites autour de la planète. Donc la mission spatiale a été nommée à son honneur et à ses calculs. À part ça, il y a aussi un astéroïde à son honneur, Baby Colombo 1996 UK. Donc la mission, en fait, c'était pratiquement une partie italienne, une partie aussi d'autres pays de l'Europe. Mais l'origine de cette en fait, nomination de la mission, c'était grâce à Baby Colombo, qui en fait c'était mathématicien et ingénieur à l'université de Padoue. Ça n'a rien à faire avec l'astronomie entre guillemets ou bien l'astrophysique. Donc la mission est là, en fait, c'est pas totalement européen, c'est une mission en collaboration entre l'agence spatiale d'exploitation, l'agence japonaise de l'exploitation spatiale, l'agence spatiale européenne. Le lancement, c'était en fait en octobre 2018. Il est prévu en fait qu'elle arrive en Mercure sur orbite en 2025. La masse de la mission, c'est 4100 kg et le lancement, c'était fait dans un site de lancement française, Guyanais française, le site en Amérique latine. Et l'auteur de la mission, en fait, c'est environ 8 mètres. Donc, l'objectif de la mission, on va le voir après, mais avant, on va voir la configuration. Alors, la mission Baby Colombo, en fait, elle est composée de 2 parties principales, le MPO et les MMO. Donc, le MMO, c'est un orbiteur magnétosphérique, le MPO, c'est l'orbiteur planétaire. Et ça, c'est ce qui nous intéresse comme géologues. Il y a aussi le MTM, le modèle de transfert de Mercure. Et il y a aussi les MOSIF, c'est le pare-soleil et structure d'interférence de l'orbite magnétosphérique, juste pour protéger la mission de haute température des ondes solaires. Alors, la structure, instrument scientifique, comme j'ai déjà dit, on a 2 grandes parties importantes de l'instrument, c'est le MPO et les MMO. Alors, le MPO, il a comme objectif d'étudier la surface et l'intérieur de la planète, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur Mercure. Malheureusement, Mercure, c'est une planète tellurique qui est moins enrichie par les missions spatiales. En général, on a 2 missions spatiales qui ont été envoyées sur Mercure, qui sont Manhattan et Messenger. La 3e, c'est Baby Colombo. Donc, c'est une planète qui n'est pas vraiment été exploitée parfaitement comme Mars ou bien la Lune. Après, on a le MMO, c'est pour étudier le champ magnétique de la planète qui est mystérieuse. Pourquoi mystérieuse? Parce que le champ magnétique de Mercure, c'est inconnu en fait. C'est débattique, c'est un sujet de discussion jusqu'à aujourd'hui. Comment en fait une planète trop petite, trop proche du Soleil, qui a une température très élevée, il possède un champ magnétique assez voisin du champ magnétique de la Terre. Donc pour le MPO, comme vous voyez ici, on a une partie ou bien un instrument au bord du MPO, c'est un instrument français, et 4 instruments au bord, c'était italien. Donc, on va voir après quelques images exclusives, en fait, c'est aux chambres blancs, de l'instruction, en fait, de mise en place de toutes les parties de Baby Colombo, comment on était fait. Alors, avant le lancement, il était aussi fait des tests thermiques, des tests physiques, pour tester l'instrument, comment il va être en face d'une haute température. Il ne faut pas oublier que Mercure, c'est la planète la plus proche du Soleil, donc on a un problème de température et on a aussi des problèmes des ondes solaires et aussi un problème de vibration. Donc il faut savoir comment telle mission qui coûte en fait trop,
comment il va réagir à des ondes solaires et une haute température. Donc, le test de la mission était fait à l'ESTEC, aux Pays-Bas, pour faire les tests. Elle était transportée aux Pays-Bas, en fait, pour faire les tests de vibration et les tests de température. Donc, comme vous voyez ici, la partie les plus importantes sont le MMO, le MPO. Le MTM, c'est juste un modèle de transfert. Après les tests et les préparations, donc une partie de tests était fait en Italie, en fait, à Torino, à travers le Thales Alenia Space Agency. C'est une compagnie pour faire les tests des instruments spatiaux et des instruments, en fait, qui sont nécessaires pour les missions spatiales. Donc, après les tests qui ont été faits en Torino, en Italie, la mission a été transportée à l'ESTEC, que c'était en fait un processus très compliqué, très long, donc, où on a déjà fait le test thermique, le test de vibration. Donc, la mission, comme j'ai déjà dit, ça c'est quelques photos en fait exclusives. Le LISA en fait, elle a créé un système spécifique pour l'essai thermique de Baby Colombo, comme on peut voir ici le MMO et le MPO. Donc, 121 mirons exogènes pourraient refléter la lumière des lampes et amplifier la chaleur sur le satellite, parce que sur la planète Terre, on ne peut pas créer vraiment une température similaire à la température du Soleil, mais on peut faire des simulations numériques d'une température très proche de celui du Soleil. Donc, 121 miroirs ont été exposés pour la mission, pour refléter la chaleur, refléter la température, et faire des essais comment la mission ça va réagir avec des hautes températures. À part ça, 500 litres d'azote liquide et une température de 196 degrés par heure ont été utilisés. Alors, ça c'est l'état de transfert. Donc, en cas où les tests sont finis, ils sont réalisés, la mission doit être transportée au site de lancement français à l'Amérique latine. Donc, le satellite a été transporté après en partie, en fait, parce que on doit être vraiment très attentif comment on transporte des équipements optiques. C'est pas assez facile. Donc, après les tests qui ont été faits, ont été réalisés, la mission Baby Colombo a été transporté après la simulation, les tests thermiques de l'ISA vers le site de lancement français. Donc le site de lancement français, comme j'ai déjà dit, c'est à l'Amérique latine, le base de données, le base de lancement. Et la mission qui a pris Baby Colombo, c'est Ariane 5, le moteur principal, c'est Vulcain cryogénique LHO-LOX. Et on a 2 amplificateurs parce que la mission vraiment c'était un peu pesante. Poussée totale, c'est 1500 tonnes et le charge utile, c'est 10 tonnes au JTO. Alors, après, on va voir la... Alors, ce sont des images en fait, qui ont été prises par le PI de la mission Symbiosis. Symbiosis, c'est en fait un groupe italien qui travaille sur la géologie de Mercure, mais en particulier sur l'instrument Symbiosis. Comme je l'ai dit, 4 instruments Baby Colombo ont été italiens. Donc, un instrument était initialement basé à Padoue. Donc, le groupe de Padoue, en fait, était en place. Le PI de l'instrument, c'est Gabriele Cremonesi qui a pris ces photos le moment de lancement de Baby Colombo. Donc, on va partir un petit peu de la mission vers la structure interne de Mercure. Pourquoi Mercure, une planète très particulière? Première chose, c'est la structure interne. Deuxième chose, c'est que cette planète, il n'y a pas de plusieurs missions spatiales qui ont été envoyées vers Mercure, qui ont exploité Mercure. C'est pour cela qu'on ne savait pas trop de choses sur Mercure. C'est une planète, entre guillemets, inconnue. On a besoin de savoir cette planète, les caractéristiques, la structure interne, l'origine du champ magnétique, la géomorphologie de surface qui ressemble beaucoup à la géomorphologie de la Lune, la plus proche corps céleste de notre planète. Et après aussi avoir
ou bien étudier les structures géologiques ou bien les processus géologiques qui ont créé telle planète avec telle géomorphologie de surface. Comment une planète de telle dimension a une géomorphologie, une structure géologique, un champ magnétique de cette façon. Donc Mercure, il a une particularité, c'est que l'intérieur ou bien le noyau de Mercure est très développé en comparaison de la dimension de la planète. Ça signifie que la majorité du planète, c'est du noyau. Donc il faut savoir, il faut connaître pourquoi une planète qui a un tel noyau très grand en comparaison à sa dimension. Donc l'objectif de la mission, en fait, ce sont 13 objectifs. Chaque objectif a été en fait classé en group working ou bien une catégorie des objectifs. Par exemple, l'un des objectifs, c'est étudier l'intérieur. Et ça signifie étudier le noyau, le rapport au noyau-manteau, le rapport au noyau-manteau et croûte. Et aussi étudier le champ magnétique. Parce que jusqu'à maintenant, le champ magnétique de Mercure est inconnu. Après, étudier l'exosphère, la composition dynamique, change superficiel particules en termes de source, absorption. Et après, on étudie le magnétosphère, la structure, dynamique, composition, interaction et la surface. Surtout la surface, la morphologie, topographie, composition et 3 lignes sous la composition et température. Pourquoi? Parce qu'on voit à la surface de Mercure des matériels, des dépôts qu'on ne peut pas le voir sur autre planète. Alors, l'objectif de la mission, comme j'ai déjà dit, c'est étudier et connaître l'origine de l'évolution de la planète. Comment il était formé Mercure. Surtout que Mercure, c'est une planète très particulière qui passe de l'extrême température à l'extrême température. Donc on passe du jour de moins 180 degrés Celsius à 450 degrés Celsius. Donc c'est difficile à étudier certaines structures parfois. Donc il faut connaître aussi la structure intérieure, dynamique, composition de Mercure. L'origine de son champ magnétique, qui est un peu particulier. Les processus exogènes et endogènes, ça signifie la cratering, la tectonique, le volcanisme, le dynamique interne du planète. Et aussi l'exosphère de Mercure, ça signifie la composition, l'origine de dynamique et tout. Étudier les dépôts polaires, on a du glace de l'eau au pôle de Mercure, pôle nord et sud. La magnétosphère de Mercure, aussi test. Et ça, c'est la partie peut-être la plus importante, c'est de faire un test pour la théorie de la relativité générale de Einstein. Alors, comme j'ai déjà dit, dans la partie de MPO, c'est la partie qui concerne les géologues planétaires généralement, on a 4 instruments italiens. Parmi ces instruments, c'est le Symbiosis auquel je fais partie du groupe scientifique. Donc le Symbiosis, c'est un instrument qui a été réalisé et fabriqué en Padoue. Le PI de l'instrument, c'est Gabriele Cremonesi. Toute l'équipe, ce sont des équipes en fait italiennes aussi pour les autres instruments. Donc Symbiosis, c'est un projet en fait, c'était financé par le PI lui-même, qu'il a payé pour faire l'instrument Symbiosis. Donc c'est un projet pratiquement privé, ce n'était pas financé par l'université ou bien par l'agence spatiale italienne. L'instrument, c'est pratiquement privé. Donc le financement de l'instrument, entre guillemets. Donc le Symbiosis, en fait, ce n'est pas une seule pack. En fait, le Symbiosis, en fait, c'est 3 parties anciennes ensemble qui font un pack qui s'appelle le Symbiosis. Donc le Symbiosis, on a le STC, on a le HRIC et on a le VI. Donc on a 3 parties importantes. Chaque partie, il a un rôle très spécifique. Donc l'objectif de Symbiosis, c'est cartographier la surface de Mercure à haute résolution et couvrir le maximum possible de la planète, ce qui est en fait quelque chose qui n'était pas fait par la Marine Artène ou bien Messenger, l'émission précoce. Cartographie globale, spectroscopique, ça signifie la composition. Dans les 6 premiers mois de la mission nominale, image haute résolution de 20% de la surface de la planète. Donc l'objectif de Symbiosis, c'est faire un avancement en comparaison des autres missions spatiales qui ont été envoyées sur Mercure. Donc
au bout des 6 premiers mois, on va photographier la surface de Mercure à haute résolution, donc on va voir des stéréo images. Et après, on va étudier la composition à travers des images spectroscopiques. Et on va aussi cartographier la planète avec des images de haute résolution ou bien des stéréos. Donc 50% du volume total de données est alloué à Symbiosis, donc ce qui correspond à 750 gigabytes la première année. Donc dès que la mission arrive en orbite autour du Mercure, on a les 6 premiers mois sont réservés à Symbiosis pour collecter les données. Alors, on va voir partie par partie. Donc, on a le HR ici, High Resolution Channel. Donc, le HR ici, a comme objectif de cartographie locale à haute résolution. On a des targets, des sites particuliers qu'on a besoin de le photographier pour l'étudier. On a une chaîne spatiale de 6 mètres par pixel per m. Donc, il y a des sites particuliers qu'on a besoin de le photographier à très haute résolution, le plus haute résolution possible, avec des filtres RGB. Donc, on a besoin des couleurs, des images en couleur, comme celui-là. C'est fausse couleur, mais on a besoin de certaines images en fausse couleur parfois pour étudier les dépôts et les matériels brillants. Donc, Visible Near Infrared Spectrometer, a comme objectif de cartographier la minéralogie globale, donc la composition de la surface de Mercure. L'échelle spatiale, c'est environ 120 mètres par pixel, couverture spectrale entre 0,4 et 2, ce qui est excellent, comparaison à les 2 autres missions qui ont été envoyées vers Mercure. Donc le STC, c'est le cartographie stéréo globale. Ça signifie qu'on est capable, avec ces données-là, de faire la cartographie à haute résolution. Échelle spatiale, c'est 58 mètres par pixel. Et le filtre aussi, c'est le RGB en couleur. Donc on va être capable de générer des modèles de terrain digital pour étudier la topographie ou bien la profondeur de certaines structures. On va faire une petite comparaison entre Baby Colombo et les autres 2 missions spatiales. La première mission spatiale qui a été envoyée vers Mercure, c'est le Mariner 10. Elle a été envoyée en 1973 il a orbité autour de Mercure jusqu'à 1975. Malgré que ça c'était la première mission spatiale, on a réussi de photographier 45% de la surface de Mercure a été déjà photographié. Mais malheureusement, on n'a seulement plus de 2000 images utiles pour être consommables, pour être utilisées pour faire la cartographie, la géologie et l'étude de surface, ce qui est très très peu. Donc c'est pour cela qu'on ne savait pas beaucoup de Mercure après la mission de Mariner. On savait des choses, mais la majorité non. Donc la résolution de l'image, c'est entre 2 km et 100 mètres par pixel, c'est très 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 peu. Donc le résultat, on a réussi à faire des cartes d'échelle à 1 sur 5 millions. Des cartes géologiques bons, mais ce n'est pas excellent. Donc la deuxième mission spatiale qui a été envoyée vers Mercure, c'est le Messenger. C'était beaucoup plus mieux. On a réussi à faire une cartographie de surface globale. Et on a plus de 150 000 images utiles qui ont été disponibles à consommer, à utiliser. Donc on a jusqu'à une résolution des images jusqu'à 8 mètres par pixel au pôle. Partout, mais pour l'équateur ou bien d'autres régions, la résolution c'était entre 1600 et 200 mètres par pixel. Les différentes conditions d'éclairage réduisent les bas de détection des caractéristiques surface, permettent des études approfondies de leur morphologie. Et pour cela, on a réussi à faire des cartes géologiques de 1 sur 3000 d'échelle. Donc, ce que j'ai en fait utilisé pour mon projet de thèse. Donc, j'ai utilisé les données des Messenger parce que ça, c'est l'unique chose qu'on a eu pour le moment. Donc, après, ce que va Baby Colombo ajouter? Il faut mentionner avant tout que Baby Colombo il a ramené des nouvelles technologies qui ont été utilisées pas pour Mercure, aussi pour d'autres planètes.
Donc, cette mission, c'était très particulier de plusieurs points de vue. Ce que Baby Colomb, il a ramené une technologie avancée, premièrement. Deuxièmement, avec le symbiose en particulier, on va faire une couverture globale de 100% de la surface du Mercure en stéréo. Donc ça signifie qu'on va voir des images de haute résolution de toute la planète qui sont capables de générer après des cartes géologiques de haute résolution et par conséquent d'étudier le contexte géologique de la planète. Malgré ça, le Messenger, en fait, il a fait une couverture de 62,5% de la surface. Donc, Symbiose, elle va faire le 100% de la surface en stéréo. Après, on a le Messenger, il a fait la couverture en 3 couleurs, rouge, bleu, vert, et avec 12% de la surface. Et le Symbiose, elle va faire plus de 20%. Donc ça, c'est un succès en fait. Après, on a le Symbiose, il va couvrir plus de 20% de la surface et en images de NAC, ça signifie des images à différents angles d'incidence, de l'est, du ouest, pour avoir une telle structure de deux côtés. Donc le Messenger, en fait, il a fait généralement 2%. Il a fait pratiquement seulement 2% de surface. Avec Symbiose, on va avoir 20%. Pourquoi c'est important de photographier les structures parfois à surface de plusieurs angles de vue? Parce qu'en fait, on a besoin de savoir une vue ou bien de connaître la structure de trois dimensions, en fait, de différents angles de vue. Donc, en 2020, en fait, en 2020, on a publié un article avec toutes les personnes qui travaillent sur le Symbiose, où il est mentionné l'instrument, l'équipement, les objectifs scientifiques, le Symbiose où ont été réalisés, la composition, les spectres et tout. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez jeter l'œil sur l'article. Et après, donc, une question que je lui posais hier, j'ai ajouté cette slide hier, c'est ce que fait de Mercure une planète intéressante et particulière. Pourquoi on donne beaucoup d'argent pour une planète qu'on ne peut pas vivre? Pourquoi Mercure? Il est trop loin, très chaud, trop froid. Donc pourquoi on perd de l'argent pour Mercure? En fait, la planète est très, très intéressante. Pourquoi? Parce que Mercure, il a une géomorphologie très, très similaire à la géomorphologie de la Lune. Donc, étudier Mercure, ça peut être un outil pour comprendre la Lune. Il ne faut pas oublier que la Lune, c'est le plus proche corps céleste sur notre planète. Donc, ça peut être la Lune, en fait, puisque cette planète a le plus ancien surface de notre système solaire, ça peut être, étudier Mercure, c'est la prochaine étape qu'il va finir notre Lune. Pourquoi? Parce que Mercure, c'est la planète du système solaire qui a le plus ancien surface. Donc, étudier la surface de la Lune, ça... Lune. Donc, comprendre les dépôts pyroclastiques. Les dépôts pyroclastiques sont généralement d'origine volcanique. Donc, comprendre leur origine, ça va nous aider à comprendre l'activité volcanique. C'est un processus géologique, on le voit même sur notre planète. Le Holos. Alors, le Holos, c'est le point mystérieux de Mercure. On a des structures similaires sur la Lune, mais ce n'est pas la même chose. Donc, le Holos, ce sont des dépôts, vous ne savez pas de quelle origine. Elles se voient à la surface de la Lune comme des dépôts très brillants. Ils ont un albédo très fort. On ne savait pas leur origine, on l'observe seulement sur Mercure. Il y a des dépôts similaires sur la Lune, mais ce n'est pas la même chose. Donc, le Holos ont été interprétés comme des substances, comme des matériels qui ont résolu de l'évaporation des éléments modérément volatiles, mais ce n'est pas confirmé, c'est seulement des hypothèses. Donc le Holos, c'est un point d'interrogation sur Mercure. On ne savait pas l'origine, d'où il vient. Ils sont partout, en particulier sur les cratères d'impact, sur le rim du cratère d'impact. On ne savait pas l'origine. Donc c'est quelque chose de bizarre qui caractérise seulement Mercure,
d'origine inconnue. Le champ magnétique, qui est généralement interprété comme auto-entretenu, le matériau lumineux, le mercure il présente beaucoup du matériel brillant, lumineux, d'origine inconnue, mais a été interprété comme des dépôts volcaniques. Composition et morphologie, le type de la tectonique, 3 lignes sous le type de la tectonique, que Mercure est une planète compressive, que la planète s'est diminuée de dimension, mais ce n'est pas été confirmé. Donc ça peut être parce que la majorité des structures tectoniques en Mercure sont compressives. Ça n'exclut pas qu'on a des structures extensives, mais la majorité sont lobate scalp, qui sont des folds inverses, des failles inverses, qui caractérisent Mercure. Ça a parfois été interprété comme la planète elle diminue la dimension, ou bien c'est l'état de cooling, que la planète elle était très chaude, elle se refroidit, donc la dimension de la planète elle était réduite. C'est pour cela on explique la présence des failles inverses comme des structures d'une cooling que la planète elle a soumis à une contraction globale. Le type, l'origine de la glace de l'eau au pôle Mercure, en fait, il y a des calottes glaciaires au pôle nord et sud, surface d'origine volcanique relativement ancienne. Donc ça, c'est important parce qu'étudier la surface du Mercure, ça va aider beaucoup pour étudier la future de notre planète ou bien d'autres corps célestes qui sont voisins à notre planète. Alors, quelques caractéristiques tectoniques géomorphologiques de Mercure, qu'on ne peut pas le voir sur d'autres planètes. Par exemple, Victoria Rup, ce sont des structures comme des failles, mais ce ne sont pas des failles, des reliefs compressifs d'origine générés généralement par une tectonique compressive. On a aussi le Wrinkle Ridge, ce sont des structures, on le voit parfois sur la Lune, mais ils sont très fréquents sur Mercure. On a aussi le Hokusai crater et son éjecta qui est spectaculaire. Elle couvre pratiquement le mi-tas de la planète. On a aussi Discovery Loops qui sont types des reliefs, des petits reliefs qui caractérisent, ils sont très très fréquents à la surface de la Lune. Ça ressemble très très similaire à la surface de la Lune. D'autres structures, crêtes et falaises à la surface du Mercure. Ça, c'est aussi en fait argument de la tectonique compressive de la planète. Carénage qui coupe une cratère, ça c'est aussi une structure très 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 fréquente à la surface de Mercure. Ce que chaque fois on trouve des cratères, elle est pratiquement coupée par une faille ou bien lobate scalps, ou bien faille inverse. Donc ça, c'est un phénomène très très fréquent à la surface de la Lune. Donc aussi à entreprise ROOPS, c'est une structure très très fameuse à la surface du Mercure. Donc on se voit ici que la tectonique de Mercure est généralement compressive qu'extensive. Après, on voit ici les fameuses hollows. Les hollows, comme j'ai déjà dit, sont caractérisées par un albedo très très fort. Elles sont très 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 lumineux. Parfois, on ne réussit pas à le photographier parce qu'elles sont vraiment très lumineux, même à des images de haute résolution ou bien des stéréo-images. Les hollows sont généralement présents au bord très fréquents, sont présents au bord des cratères ou bien au centre. Comme on se voit ici, par exemple, ça c'est une cratère, ça c'est une zoom in. On voit les hollows au rim du cratère. Donc ils sont très très fréquents au bout du cratère, au rim, au pic central. On verra ici le Riva cratère où on voit aussi des parties de hollows juste à côté. Et le bassin de Carolis. Le bassin de Carolis est une structure très 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 connue à la surface de Mercure due à sa couleur, la variation du couleur en ce bassin. C'est en fait un cratère d'impact qui a évolué pour être un bassin. Donc on voit ici la variation du couleur entre bleu foncé, bleu clair, jaune. Ça, c'est une structure très, très fameuse qui caractérise aussi la surface du Mercure. Et si on va parler un petit peu de la variation du couleur, par exemple, toutes les images que vous pouvez le voir parfois sur Internet de la surface du Mercure,
c'est une image en couleur de surface du mercure, mais en fait, en utilisant des monochromes, des mosaïques de monochromes et des couleurs de spectroscopie. Donc, ça se voit pratiquement très, très proche à cette vue-là. Même en noir et blanc, on peut voir la différence des couleurs entre les terrains sur Mercure. Donc, on va étudier on va voir en fait un peu la différence entre le type de terrain et la couleur. Généralement sur Mercure, les terrains qui sont bleus, ce sont les terrains très cratérisés. Les terrains qui sont bleu clair ou bien un petit peu jaune sont les terrains intermédiaires. Ils ne sont pas trop cratérisés, mais ils sont un peu cratérisés. Les plans lisses, ou bien les terrains lisses, ce sont les terrains jeunes. Et les terrains qui sont beaucoup plus jeunes sont les terrains très 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 jeunes. Mais ce n'est pas une règle standard. On peut avoir parfois des terrains jeunes, mais ils sont très très cratérisés. Donc la couleur en fait du terrain n'indique pas l'état du terrain. Donc on peut avoir des couleurs jaunes, mais des terrains pratiquement très très cratérisés, parce que ça c'est une vue spectroscopique. Donc ça vient beaucoup plus mieux avec la composition que le type de terrain cratérisé ou non. Donc, on va voir après la présence des dépôts sur Mercure. Donc, en fait, on a réussi à détecter la présence du lot glacé au pôle nord et sud de Mercure, et aussi à côté des cratères. Donc, ça pose des petites questions sur comment une planète qui passe de 450 degrés Celsius de température à moins 162 ou bien 3 degrés Celsius de température, elle peut voir du lot glacé. Oui, c'est possible. C'est possible, ce n'est pas impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois les cratères qui ont un rim un peu plus élevé. Et les rayons solaires, en fait, ils viennent du est vers l'ouest. Donc, cette partie-là du rim, du cratère, ne va être jamais exposée à la température ou bien aux rayons solaires. Donc, ce qui se passe, c'est que du lot glacé, il va s'accumuler dans cette partie-là où on a l'ombre. Et cette partie, ça ne sera jamais exposée à une température élevée. Donc, de ce concept-là, de ce principe-là, on a eu des calottes glaciaires au pôle nord et sud de Mercure. L'origine, ce n'est pas encore connu, mais on a détecté entre 100 et 100 000 tonnes de glace de l'eau dans les pôles et au bord du cratère, au bord du rim des cratères exposés bien dans la partie d'ombre du cratère. Donc ça, c'était détecté par des mesures spectroscopiques à partir des données de Messenger et de Marnier. Alors, les vents volcaniques. C'est quoi le vent volcanique? Les vents volcaniques, ce sont des structures volcaniques. On le voit sur la Lune et aussi sur Mercure. Les vents volcaniques, ce sont des structures qui indiquent que dans cette région-là, ça peut être passé une activité volcanique dans l'ancien temps. Donc, ce sont des structures intéressantes parce que ça reflète que peut-être on a eu une activité volcanique dans cette région-là. Les vents volcaniques ont été détectés à la surface du Mercure. Jusqu'à aujourd'hui, 176 vents volcaniques ont été documentés officiellement. Au bout, 125 ont été confirmés. Parce que parfois, on voit des vents volcaniques, on n'est pas sûr si un vent volcanique ou bien une cratère élongée. Donc, il faut être sûr que ça, c'est un vent volcanique, ce n'est pas une cratère de forme un peu particulière. Donc, les vents volcaniques sont très importants à étudier pour connaître le contexte volcanique du planète et aussi leur rôle, le rôle de l'activité volcanique à resurfacer certains terrains à la surface du Mercure. Le projet de carte géologique de 1 sur 3000 de Mercure, en fait, c'est un projet européen qui a comme objectif de cartographier la surface du Mercure en utilisant le M10 data, les data qui proviennent du Messenger, la dernière mission spatiale qui a été envoyée
à la surface de Mercure. Donc, pratiquement, c'est ce qu'on a eu pratiquement de cette mission. On n'a pas d'autres data. Les data qu'on peut exploiter jusqu'à maintenant, c'est le data de Messenger parce qu'on n'a pas d'autres missions. Et Baby Colombe, il va arriver en 2025. Donc, en attendant le Baby, on peut pratiquement consommer la data de Messenger. Donc, le projet, c'est 100% européen. Il a comme objectif d'utiliser le M10 pour le data de M10 de Messenger pour cartographier la surface du Mercure avec le même échelle, le même data et le même technique ou bien utile. Donc le projet, le PA du projet c'est Valentina. Donc, le projet a un objectif de faire une carte globale avec le même symbologie, le même échelle, le même guideline, le même recommandation de mapping. Donc, et après, chaque map, parce que la surface du Mercure elle est divisée en quadriangles, chaque quadriangle va être après homogénéisé avec le triangle à droite, à gauche, au bas, au haut, pour avoir une carte globale. Donc moi je travaille durant ma thèse, je travaille encore sur le Minesco. C'est une ancienne nomination, en fait je le mets pour dire que les codes de chaque triangle ont été changés après par le team de Messenger. Donc moi je travaille sur Minesco qui s'appelle maintenant le H09. Donc on est 5 en total. On travaille sur le mapping de Mercure, on est 5. On a le directeur du projet, et il y a une collègue, et moi et ma collègue Gloria, on fait le mapping ensemble, l'une de partie droite, l'autre de partie gauche. Et après, je vais vous montrer quelques exemples du mapping. Par exemple, ça va être le produit final après le mapping. Donc, on travaille sur ça pour délivrer, pour produire des maps similaires à ces maps-là. Donc, ça, c'est une map de triangle Hukassé. Je pense c'est H09 et H04. Après, ces deux maps-là vont être homogénéisées pour avoir une map globale avec la même symbologie, parce qu'il faut faire attention aux limites. Par exemple, si personne A elle a fait ça, personne B elle a fait ça, ils ont des techniques un peu diverses, ils ont un point de vue peut-être un peu différent. Donc, il faut vraiment faire beaucoup d'attention aux bords, aux limites, pour avoir une map continue homogène. Donc, ça, c'est par exemple une autre map qui a été publiée par Jacques Wright en 2019, le même groupe qui fait le mapping. Après, par exemple, pour la région où je travaille, le Minesco H09, j'utilise des datas de M10, de Messenger. Donc, on utilise des datas différents, des monochromes, des images monochromes, des images en couleur, des données de topographie, des données spectroscopiques, pour comprendre aussi la différence des couleurs entre l'unité géologique ou bien l'unité de surface. Alors, j'ai utilisé, dans mon cas, par exemple, j'ai utilisé des monochromes, des images monochromes de résolution 166 mètres par pixel. Aussi, j'ai utilisé des fausses couleurs, des images de fausses couleurs pour distinguer la différence de couleur entre les unités géologiques. Et pour la topographie, c'est important d'avoir une idée sur la topographie pour mesurer la profondeur ou bien la dimension de certaines structures de surface. Alors, l'échelle et symbologie. Donc, comme un groupe, une équipe qui travaille sur le même objectif de faire une carte globale de Mercure, on a un échelle et symbologie standard pour toutes les personnes qui font le mapping sur Mercure. Donc, comme une règle, on a des règles standards, il faut le suivre. Donc, la map, la carte géologique, elle va être produite à une échelle de 1 sur 3 millions. Ça signifie 1 centimètre correspond à 3 millions. Échelle de la cartographie, on ne peut pas aller sous de 1 sur 400K. Donc, on ne peut pas zoomer très. On ne peut pas faire le
trop le zoom-in parce qu'on risque d'interpréter des structures qui ne sont pas vraies. Par exemple, des petites structures comme des petits cracks, des failles, des cratères. Donc, on ne peut pas zoomer trop proche pour ne pas faire des fautes interprétations. Donc, on ne peut pas, pour le mapping, on ne peut pas aller sous de 1 sur 400K. La symbologie, c'était basé sur la Fédération géographique américaine, la Comité de fédération géographique, et le système géographique de l'Amérique. Pourquoi? Pour augmenter la chance que cette carte, cette delivery résultat final vont être utilisés pour des articles comme un point de référence pour la géologie des mercures de surface. Le système de projection, l'aiguille rectangulaire, pourquoi? Parce qu'on travaille proche de l'équateur. Donc ça, c'est notre triangle, ça c'est la partie où je travaille. Donc on a utilisé le système de projection équatoriale, aiguille rectangulaire, parce qu'on travaille proche de l'équateur. Les légendes, ce sont des légendes standards, des symbologies à suivre, strictement à suivre, on ne peut pas le changer. Donc on a les unités géologiques qui ont une symbologie, aussi une morphologie particulière, les structures de surface, les structures linéaires type faille ou bien du graben, ou bien des wrinkle ridge, des cracks, des reliefs. Les points, les structures points, par exemple, sont des structures très très petites, on ne peut pas le voir clairement, par exemple comme les hollows, ou bien des dépôts brillants, donc qui sont extrêmement petits, donc on le symbolise avec des points. Ou bien on a le morphologie linéaire, comme par exemple le rim du cratère, la limite d'éjecta du cratère. Et on a le contact géologique entre les unités géologiques, ou bien définies ou bien indéfinies, sur et insur. Alors, après, je vais vous montrer ici l'état de la mapping, l'état de la cartographie. On est proche. On est proche à le finir. Donc, ça, c'est la partie où je travaille. Ça, c'est la partie de mon collègue. Donc, on est proche à finaliser la map et à faire le delivery final de la map. Donc, on est trop proche à le finir. Aussi, ça, c'est un petit view du projet global. Donc, ça, c'est le projet global. On a pratiquement environ 50% de la surface du Mercure. Donc, on voit ici que la majorité des maps ont été complètes et publiées, en fait. Donc, le H09, on attend de le publier cette année. Maximum pour la prochaine année. Donc, pratiquement, dans le cadre de ce projet, 50% de la surface du Mercure a été cartographiée en utilisant les données de Messenger. Donc, ici, je partage avec vous quelques structures importantes sur Mercure. Par exemple, à la zone où je travaille, de ce côté-là, on a détecté des structures compressives. On a identifié 2 groupes de failles et des groupes de lobate scarps. Lobate scarps, ce sont des failles inverses. Donc, on voit ici que ça c'est en fait un argument de plus que la planète a subi une immense compression, une immense tectonique compressive d'origine inconnue. On ne peut pas dire que la planète se réduit la dimension, mais on peut dire que peut-être à cause d'un processus géologique qui est peut-être lié à la volcanique ou bien à la tectonique. Mais le volcanique tout seul, ou bien la tectonique tout seul n'explique pas ce phénomène-là sur Mercure. Donc on a ici 2 groupes de failles en ligne bleue, après on a les autres groupes de failles en ligne noire, des wrinkle ridge qui sont des structures de cracks, des petites failles, qui indiquent aussi que la planète elle subit une compression, un mouvement tectonique compressif. Alors, je veux partager avec vous ici la fameuse cratère de Eminesco. C'est en fait le triangle, le quadriangle où je travaille, s'appelle le quadriangle d'Eminesco. Il était nommé à l'honneur du cratère d'Eminesco. Donc, le cratère d'Eminesco, c'est une cratère très 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 fraîche à la surface du Mercure. Elle conserve une pique centrale très visible, une bore très visible, l'éjecta très visible. Donc, c'est un cratère d'impact très 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 fraîche et intéressant à l'étudier.
Une autre structure, c'est le vallée. Donc on voit ici des petits vallées, ou bien des structures tectoniques d'écoulement. Pourquoi l'étude des fractures est très importante? En fait, la géologie structurale, ou bien le tectonisme, c'est très important. Pourquoi? On savait que le tectonisme, généralement, les failles sont les fuites de la circulation des fluides. Ça peut être du l'eau, ça peut être du lava, ça peut être d'une autre fluide d'origine inconnue. Donc l'étude des fractures, c'est très important pour savoir quel type de fluide qu'on peut avoir en cette région. Par exemple, dans le cas de Mercure, ici, on parle d'une lava, d'un écoulement volcanique, du lava. Donc, ça ne peut pas être de l'eau liquide. Ces structures-là, généralement, sont reconnues, au minimum sur notre planète, sont reconnues comme des structures d'écoulement volcanique. La structure aussi fameuse, c'est Big Oops. Big Oops, c'est une structure très connue sur Mercure. Pourquoi? Parce que l'impact, le cratère d'impact a une forme allongée, et ça c'est dû aux chutes de projectiles. C'est que le projectile n'est pas tombé verticalement, il a tombé oblique, il a eu un projet oblique, de telle façon il a créé un cratère de forme allongée. Et surtout, et on a le lobus caps, ou bien la faille inverse, qu'il a coupé après la structure en deux. Donc ça, c'est une structure qui reflète. On a une géologie complexe entre la cratérisation, entre la tectonique et le volcanisme. Pourquoi? On voit ici que certains terrains de la cratère ont un terrain lisse. Donc ça signifie que la cratère a été resurfacée après par un flow, une activité, un flux volcanique. Une autre structure compressive, je pense que c'est le même du diapo précédent. Donc on a ici des structures compressives, on a des groupes de failles de ce côté, de l'ouest, et groupes de failles de l'ouest, qui indiquent que la planète vraiment elle a subi une contraction globale. Alors, après, malgré que le mapping n'a pas fini, donc la carte géologique de Mercure est encore en progrès, mais on a réussi à sélectionner des sites pour être photographiés avec Baby Colombo. Moi, personnellement, j'ai proposé 38 sites avec mon nom pour être photographiés à la surface de Mercure. Et ces sites sont en fait, on voit ici que chaque site a un coordonnée, latitude, longitude, la catégorie, et ça c'est important, est-ce que c'est un terrain, un cratère, une structure tectonique, un hollow, et aussi le type, c'est quoi exactement le type de la target, donc, et le rank, l'importance. Est-ce que c'est très important, extrêmement important, un peu petit important, ou bien c'est quelque chose qui n'est pas trop important. Donc, si on peut aussi choisir le type de l'instrument qu'on peut l'utiliser pour photographier ces structures-là et la date de la proposition. Donc, les 38 sites ont été tous acceptés pour être photographiés par Symbiosis au bord du Baby Colombo. Donc, comme j'ai déjà dit, j'ai fait une proposition entre plusieurs structures. Par exemple, les structures tectoniques, c'est important à étudier. Les cratères, parce que c'est important d'étudier aussi les cratères. On voit ici que les cratères, parfois, ils ont soumis à un dépôt en fait, très brillant, très noir. Aussi, la volcanique, ça c'est par exemple une possible vent volcanique, je l'ai proposé comme une target. Les terrains, c'est important de comprendre la composition géomorphologique, aussi composition minéralogique du terrain et autres structures d'origine inconnue. On ne savait pas c'est quoi ce type de structure. C'est pas un cratère, c'est pas un dépôt, c'est pas, je ne sais pas, une structure tectonique. Ce sont des structures inconnues. On ne savait rien de ces structures-là. Donc, on a proposé un peu du tout. Et après, tectonique compressive sur Mercure, là, c'est un sujet de débat. C'est vraiment un sujet de débat. Pourquoi? Parce qu'on est d'accord que la Mercure, il est le sujet d'une tectonique compressive. Mais ça n'exclut pas la majorité des tectoniques, c'est compressive. Mais on est un petit peu de tectonique extensive. Ça signifie quoi? Ça signifie que la planète
des siècles avant, par exemple, il a diminué la dimension que la planète a fait un type de phénomène de Calling, qu'elle a diminué la dimension, et c'est pour cela qu'on voit seulement et partout, dans certaines régions, que des structures compressives. Donc les tectoniques, c'est un sujet de débat sur Mercure, qu'on savait que la planète, peut-être elle a diminué la dimension de quelque part, dans le cadre de quelques phénomènes, mais on ne savait pas. On peut proposer le Calling comme un phénomène de tectonique compressive de Mercure. On peut proposer une activité volcanique, tectonique ensemble, mais rien n'est confirmé. Donc, on voit ici une petite comparaison entre la structure interne de la Terre et la structure interne de Mercure. Mercure, elle a une noyau très développé en comparaison au noyau de la Terre. Le manteau aussi. Et la croûte, on a une croûte primaire et après une croûte secondaire dans le cadre du noyau. Donc après, contraction globale, oui, c'est quelque chose à réfléchir. Si on a une contraction globale au Mercure, comme on voit ici, toutes les structures sont compressives, compression partout, dans les bassins d'impact, dans les cratères, dans les terrains. Et ça, c'est quelque chose à penser pour la contraction globale du planète. Sinon, un papier qui a été publié par Water en 2021, il a étudié toutes les structures tectoniques sur Mercure. Il a proposé que la majorité des lobate scalps, ou bien des failles inverses, on l'appelle lobate scalps dans le cas de Mercure, ils sont partout sur la planète. Ils sont partout et avant tout, la répartition globale des escarpements des failles, chevauchements lobés et des crêtes à haut relief sur Mercure. Donc ça propose quoi? Ça propose que le planète peut-être a subi une période de refroidissement qui a provoqué cette contraction globale du planète. Mais c'est juste une hypothèse, donc en attendant que les prochaines recherches au futur pour savoir ou avoir beaucoup d'idées sur la tectonique de Mercure. Après, un autre topic très intéressant sur Mercure, sur les dépôts pyroclastiques. En général, on savait que les dépôts pyroclastiques de Mercure sont d'origine volcanique. Donc, comme sur la Terre, les dépôts pyroclastiques, géologiquement, ils proviennent du lava du volcan. Donc, c'est pour cela on les propose comme d'origine volcanique en général. Donc, les dépôts pyroclastiques de Mercure sont aussi déposés au sein des cratères, au bassin du cratère, ou bien des flancs du cratère, des rimes de la partie centrale. Donc leur origine, c'est encore sous recherche, donc elles sont encore sous la loupe pour étudier leur origine, mais généralement, le dépôt pyroclastique sont généralement liés à une activité volcanique. Donc, sur Mercure, on n'a aucun volcan actif. Donc, Mercure, d'un point de vue volcanique, est atteint. Tous les volcans sur Mercure sont atteints, donc on n'a pas de volcans actifs sur Mercure. Mais ça n'exclut pas que l'étude de dépôts pyroclastiques c'est important pour avoir une idée sur la composition de surface et aussi la composition de la planète. La Hollows, on entre la Hollows. Donc ça, c'est une carte globale de la surface de Mercure de toute la distribution des Hollows. Donc ça, c'est des points jaunes, sont les terrains ou bien les sites qu'on est confirmé la présence des Hollows. Les points noirs, c'est encore en discussion. Les points rouges sont des structures qu'on ne connaît pas totalement sûr qu'ils sont des Hollows ou non. Donc les Hollows, comme j'ai déjà dit, sont des dépôts. On ne savait pas de quelle origine, mais généralement étaient proposés qui sont les résultats de sublimation des éléments modérément volatiles. Donc ça peut être une indication que le Hollows a une origine volcanique ou bien une origine qui est liée à des éléments volatiles sur la planète Mercure. Donc ça, c'est un topic d'un grand débat entre les planétologues et aussi les géologues planétaires. Donc, carte géomorphologique et données spectrales. Les données spectrales, en fait, c'est une clé directe
pour comprendre la composition de surface et aussi comprendre la distribution des minéraux, des dépôts brillants ou bien des dépôts noirs à la surface du Mercure. C'est pour cela les données spectrales ont vraiment une signification importante pour comprendre ou bien pour débloquer les mystères, les ondes mystérieuses à la surface du Mercure. Donc on voit ici par exemple un hollow qui est distribué au centre et au rim du cratère. Et ça, c'est des petits échantillons des cratères qui ont par exemple à la surface du Mercure, qui ont présenté des petits hollows à côté, juste ou bien au centre, ou bien au pic central. Ça, c'est l'étude de hollows d'un point de vue spectroscopique. Donc, ça, ce sont des maps spectroscopiques aussi géologiques qui ont été faites par un collègue, où il a étudié les dépôts pyroclastiques aussi, le dépôt des hollows partout sur Mercure. Donc, on voit ici d'un point de vue spectroscopique, le hollows ils sont caractérisés par un albédo très important. Leur composition, c'est pas encore reconnue. On ne savait pas l'origine, mais généralement, on le lie avec des éléments volatiles. Alors, le statut de géologie de Mercure, comme j'ai déjà dit, donc on travaille ici. Donc ça, c'est les autres quadriangles de Mercure ont été finalisés ou bien on progresse avec d'autres collègues. Donc pour le cas de Minesco, donc on travaille sur le H09 ensemble avec ma collègue sur la géologie, la tectonique ou bien la cartographie. Alors, pourquoi cette étude est importante? Pourquoi Mercure est important? Mercure est important, comme j'ai déjà dit, parce que c'est la première planète qui est en face du Soleil. Donc, étudier Mercure, ça peut nous aider à avoir une idée sur la future de notre planète. Étudier Mercure, ça peut être une clé pour étudier la future de notre Lune. Étudier Mercure, ça va nous aider à comprendre l'histoire ou bien l'origine de notre planète, parce que cette planète-là, c'est la planète qui a la plus vieille surface dans le système solaire. Étudier Mercure, ça peut en fait aider à comprendre la géologie, les processus géologiques qui sont responsables de créer telle structure, telle géomorphologie, telle planète avec telle dimension. Donc, si on compare la dimension de Mercure avec la dimension de la Terre, Mercure, il a une dimension un peu particulière en comparaison avec la Terre. C'est pas fini, donc, c'est pas fini. Donc, et avant tout, on doit savoir comment Mickey Mouse il est arrivé sur la planète Mercure. Ça, c'est quelque chose à savoir. Et je vous remercie pour votre attention.